Voilà, nous sommes 28 participants, ça continue à grandir. Je vais le temps de faire mon introduction. De toute façon, ça permettra aux retardataires de nous rejoindre. Et comme ça, personne ne manquera l'essentiel, qui sont l'explication de la méthode et de cet outil Solution Archer. Alors, voilà. Juste, si je me permets, Jean-Christophe, de te couper pour des raisons de bande passante et pour laisser place au contenu, nous allons désactiver nos caméras par la suite. Ouais, voilà. Donc, c'est les derniers moments où vous pouvez admirer nos minois, nos jolis minois. Allez, je vois que le monde, nous avons atteint les 30 participants. C'est le moment de continuer. On va se désactiver et lancer la présentation. Et on se retrouve pour du chat à la fin de la session. Donc, ça va durer 60 minutes. Donc, on sera strict sur l'horaire. On est conscient de vos engagements. Merci beaucoup pour votre présentation. Soyez les bienvenus dans ce webinaire sur la gestion du risque cyber et plus précisément comment intégrer les analyses BIOS dans le contexte métier de l'entreprise. Pour ce webinaire, nous avons deux experts sur ce sujet. Sébastien Mellet, PDG fondateur de Agora Partners, un cabinet qui est spécialisé dans les projets de transformation et qui travaille pour les directions des risques, du contrôle interne, de l'audit interne. On y reviendra. Et puis, Marius Chingaru, compte exécutif de RSA, expert en gestion de risque, et qui vous présentera la solution un peu plus en détail. Donc, notre thème, c'est la gestion du risque cyber. Slide suivante. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on est sur un phénomène qu'on a, voilà, dans l'introduction, slide suivante. On est sur un phénomène dont on a pris conscience à partir des années 2010, qui sont les silos dans l'entreprise qui font obstacle à, je dirais, l'appréhension de la sécurité, alors que l'IT et les usages se transforment complètement à partir de ces années-là. Jusqu'avant, on pouvait avoir une image assez statique entre la DSI, le RSSI, le Risk Manager. On était sur des choses relativement stables jusque dans ces années-là. Après, vraiment, ça devient plus possible. Et là, il faut s'adapter et il faut faire évoluer le rôle du RSSI qui se retrouve dans une position, on va pas se le cacher, difficile, à devoir résoudre la quadrature du cercle entre parler au métier, parler à la direction, être dans la technique la plus dure et savoir parler aux utilisateurs. Métier complexe. Et pour ça, il y a deux moyens d'aider le RSSI et l'entreprise, c'est avoir une bonne méthode et avoir un bon outil. Donc sur la méthode, c'est en France, c'est la méthode de référence, la méthode EBIOS, EBIOS Risk Manager. Il y en a d'autres. Aux États-Unis, c'est la NIST 830, pardon. Il y a l'ISO 27005 à l'international, Monarch au Luxembourg qui s'est inspiré de EBIOS. Ces méthodes aident à ne pas avoir de trou dans la raquette, donc d'avoir une bonne méthode pour être sûr d'être adapté. Mais ces méthodes, elles évoluent aussi, et elles ont beaucoup évolué. Et Sébastien Mellet y reviendra. La méthode d'EBIOS d'aujourd'hui, je dirais pas qu'elle a peu à voir avec ce qu'il y avait il y a 10-15 ans, mais elle a pris en compte ces questions de silos et la manière de justement casser ces silos entre l'IT, la sécurité et le risk manager. Donc on a la méthode pour être sûr de procéder de manière organisée et de ne pas faire de faux pas. Il faut des outils. Alors l'outil de base, l'outil de référence qui a longtemps été vraiment une référence et un très bon moyen pour le RSSI de travailler, c'était Excel. Donc, outil puissant qu'on anime soi-même, qu'on enrichit, très très bien dans un environnement statique, beaucoup moins bien dans un environnement dynamique comme celui qu'on a aujourd'hui. Et du coup, voilà, il faut s'adapter et il faut trouver d'autres méthodes. C'est l'objet de cette présentation d'aujourd'hui, de Solution Archer. Un scoop, vous êtes les premiers à le savoir, slide suivante, qui est que l'ANSSI vient de labelliser, ça vient juste de tomber,
vient de labelliser la solution Archer dans le cadre de EBIOS RM, EBIOS Risk Manager. Et donc, c'est la première plateforme GRC qui a été labellisée par l'ANSSI pour EBIOS, mais au-delà. Donc, aujourd'hui, il y a 4 solutions compatibles ou labellisées EBIOS. Et là, l'ANSSI a passé une étape très importante quand on voit justement la dynamique de des usages et de la sécurité. Plateforme Solution Archer, elle fait EBIOS et au-delà. Donc, qu'est-ce qui va vous présenter aujourd'hui? 2 choses. Donc, s'assurer qu'en ayant la bonne méthode EBIOS, on n'a pas de trou dans la raquette dans l'analyse des risques. Et ensuite, qu'on a là une solution qui permet je dirais, d'alimenter cette analyse en temps réel. Excel est quand même très statique. Là, on a des moyens beaucoup plus riches de suivre l'actualité. La présentation va être en 2 temps. On va être très en démo aujourd'hui. Sébastien Mellet, fort de ses 80 projets chez 60 clients, principalement les grands opérateurs télécoms, les grandes banques, mais aussi le secteur public, il va vous présenter le package EBIOS Risk Manager certifié. Donc, comment on travaille sur EBIOS avec cet outil. Et donc, Sébastien déploie cette solution chez les clients et chez nombre d'entre vous, j'imagine, ou potentiellement. Marius, lui, 10 ans aussi d'expérience de consultant et a évolué au fur de sa carrière vers des rôles d'accompagnement plus techniques sur le risk management. Là, il va vous présenter justement la particularité de EBIOS qui est ce qui est au-delà de EBIOS. Et donc, vous aurez ainsi la vue complète. Je m'arrête là, je passe la main à Sébastien pour la partie EBIOS, Marius fera la partie EBIOS++, et on se retrouve pour le chat à la fin de cette session. Sébastien, je te passe le micro virtuellement. Merci. Merci Jean-Christophe. Bonjour tout le monde. Du coup, pour rebondir un petit peu sur les propos de Jean-Christophe dans un premier temps, donc pour justement aussi appuyer un petit peu son point, l'évolution des BIOS de 2008 vers les BIOS 2018 de Risk Manager proposés par l'ANSSI, on a une démarche qui est beaucoup plus ouverte aux métiers, qui permet dans un premier temps de sensibiliser les métiers. On voit une approche assez pédagogique aussi même dans son format de l'ANSSI pour cette méthodologie qui est beaucoup plus accessible, ce qui permet aussi du coup de pouvoir avoir des leviers plus importants, que ce soit budgétaires ou même des moyens de maîtrise qui peuvent être directement aussi mis au niveau métier, avec des choix métiers qui peuvent être faits par rapport à des contraintes cyber, mais aussi du coup communiquer de plus en plus avec les équipes techniques qui vont pouvoir plus prioriser les investissements par rapport justement à des vrais enjeux métiers. Donc l'approche qu'on vous propose ici avec l'outil Archer, donc désolé si mon ordinateur est un peu lent ce matin, va dans ce sens. Donc l'outil est construit à travers, dans un premier temps, un tableau de bord qui vous permet de naviguer dans l'outil, un peu comme beaucoup d'outils maintenant, et qui va permettre de naviguer justement dans différentes pages qui vont vous servir par la suite. Dans le cadre de la labellisation que nous avons eue, nous avons construit 5 profils qui permettent justement d'avoir une vue différente des données et potentiellement de l'organisation qui a été paramétrée dans l'outil. Donc, on peut très bien, par exemple, avoir le responsable d'entité qui va avoir véritablement les résultats de l'analyse EBIOS sans forcément avoir le détail de toutes les études. Et là, comme le compte avec lequel je suis connecté maintenant, on peut très bien avoir un compte de responsable d'études et moi, je vais piloté plusieurs études avec la possibilité de créer une nouvelle étude, voir où est-ce que j'en suis exactement dans mes études, que ce soit opérationnel ou stratégique, avoir des raccourcis pour rentrer dans mes études, avoir une visibilité aussi au niveau de l'ensemble des missions et valeurs métiers de mon périmètre auquel j'ai accès pour savoir si il y a eu des analyses qui ont été déjà réalisées sur certaines valeurs métiers. Est-ce qu'il y a des études en cours? Avoir un pourcentage un petit peu de couverture de l'ensemble des études métiers qui ont pu déjà être réalisées. Et pour finir, ce qui nous a paru pertinent aussi, c'était de remonter, de consolider le niveau de risque et du coup avoir le top 10 des risques pour les équipements critiques, assets physiques et les applications. Encore une fois, pour pouvoir piloter un peu mieux et se concentrer sur les éléments qui sont les plus importants pour les métiers.
Donc, je propose de balayer l'ensemble justement de la démarche avec notre outil. J'essaierai d'être assez succinct parce que c'est vrai que la démarche est très riche, comme vous devez le savoir. Donc, on commence normalement lorsqu'on rentre dans une étude avec bien sûr l'atelier numéro 1. Donc, le temps que ça charge ce matin, c'est un petit peu lent. Tac, ok, très bien. Donc, on a bien sûr la définition un petit peu du périmètre de l'étude. Donc, l'objectif de l'atelier 1, pour rappel, c'est le cadrage et le socle de sécurité. On va pouvoir documenter l'étude avec des descriptions, savoir qui est responsable de l'étude, des détails de planning, etc. Bien sûr, c'est un outil très paramétrable, donc on peut très bien rajouter d'autres informations si c'est nécessaire. Un rappel un petit peu de l'atelier 1, qu'est-ce qu'on attend véritablement dans le cadre de cet atelier. Et bien sûr, dans un premier temps, la sélection du périmètre métier. Donc encore une fois, pour vous aider ici, donc, soit vous avez la possibilité d'ajouter de nouvelles valeurs métiers si votre référentiel n'a pas déjà été construit au préalable. Mais ce qu'on voit souvent, c'est que on a déjà une représentation de l'entreprise au niveau des métiers. Et le but, ça va être d'aller chercher dans le référentiel existant quelles sont les valeurs métiers par rapport à raccrocher aux missions qui vont être pertinentes de pouvoir raccrocher. Et donc, encore une fois, ici, on va avoir une aide pour savoir est-ce que les valeurs métiers ont déjà été analysées. Potentiellement, on peut rajouter la date aussi à laquelle cette valeur métier a été analysée pour savoir s'il faut refaire ou pas une étude sur cette valeur métier. À la fin, vous allez pouvoir aussi construire l'ensemble et rajouter l'ensemble des événements redoutés. Et là, on voit qu'on a un bilan globalement par valeur métier de l'ensemble des événements redoutés avec une cotation qui peut se faire, donc une criticité de la cotation qui peut se faire à travers justement un workflow de validation, ce qui permet justement aussi d'avoir une plateforme beaucoup plus collaborative et de fiabiliser encore plus l'information. Je passe sur la partie politique de sécurité qui est en fait un lien avec le module conformité d'Archer, qui est quelque chose d'assez qui est mis en place énormément chez les clients et qui est en fait une approche globale de conformité avec la possibilité de rattacher des exigences aussi à des contrôles si besoin. Donc là, c'est un premier lien aussi qui peut être intéressant dans le cadre de votre démarche. Non seulement on se retrouve à rattacher les sources réglementaires qui nous intéressent, qui peuvent aussi être des politiques internes, mais on va se retrouver aussi avec les derniers résultats par rapport à notre périmètre identifié, ce qui permet aussi déjà d'avoir une première visibilité sur le niveau de risque de notre périmètre métier identifié. Dans un deuxième temps, du coup, juste pour rappel ou pour information pour ceux qui ne sont pas forcément des adeptes de cette approche EBIOS RM de l'ANSSI, la deuxième partie de l'atelier, ça va être d'identifier les sources de risque. Donc, dans ce cadre-là, nous, ce qu'on a proposé, c'est de faire appel à une bibliothèque. Donc, on a une bibliothèque qu'on pourra enrichir avec les clients si besoin, mais on peut aussi très bien créer de nouvelles sources de risque. Et le but, ça va être de rajouter les sources de risque qui nous paraissent pertinentes par rapport justement au contexte qui est le nôtre. Donc, par exemple, là, on a mis pays étranger. On pourrait même vraiment détailler quel pays si on a l'information de notre côté. Et on va rajouter cette source de risque dans notre contexte qui va permettre justement de réfléchir par rapport aux événements redoutés, qu'est-ce qui peut se passer exactement et quels sont les objectifs visés qui pourraient être pris en compte par ces sources de risque. Donc dans cette vision justement d'analyse des sources de risque de l'atelier 2, nous on propose deux approches. Donc soit on a une approche où on peut rentrer dans un événement redouté et créer des objectifs visés à partir de cet événement de redouté et de rattacher la source de risque lorsqu'on a l'information, ou créer un petit peu des objectifs visés from scratch sans forcément avoir un rattachement au départ à un événement redouté, plutôt partir de la source de risque, ce qui était une demande aussi de l'ANSSI. Et après, au fur et à mesure justement du travail qu'on fait sur cet objectif visé, on va le rattacher à un événement redouté. Et lorsqu'il sera rattaché à un événement redouté, c'est là où on prendra en compte cet objectif visé comme faisant partie du scope de l'outil. Et donc, le tableau sera enrichi automatiquement. Lorsqu'on a justement notre scope métier, les sources de risque qui ont été identifiées,
On va maintenant passer à une autre étape, à une étape de détailler des scénarios, donc dans un premier temps stratégique et dans un deuxième temps opérationnel. C'est pour ça que nous, on a mis l'atelier 3 et 4 en même temps, parce qu'on a un petit peu une communication qui doit être faite entre les métiers qui vont donner plus d'informations sur l'impact du scénario et les équipes techniques qui vont travailler véritablement sur la vraisemblance. Est-ce que c'est un scénario qui est plausible ou pas? Et donc, on a rejoint ces deux ateliers avec, dans un premier temps, quand même une approche métier qui est quelles sont les parties prenantes à prendre en compte. Donc, là, encore une fois, on est sur une idée de bibliothèque de parties prenantes. Si je fais un lien aussi avec l'intérêt d'avoir une plateforme Archer, c'est que si vous avez une approche gestion des risques fournisseurs, gestion des risques tiers en règle générale, vous pouvez très bien aussi lier ces parties prenantes qui sont des parties prenantes qui sont des partenaires. Vous pouvez les lier justement à votre outil de gestion des tiers qui vous permet de récupérer déjà des informations aussi d'incidents, de due diligence et d'enrichir aussi ce choix de parties prenantes critiques ou pas. Donc après, on a tout un volet de graphes qui peuvent être identifiés, créés par rapport justement au niveau de menace initiale versus résiduelle par rapport aux zones de veille, de contrôle et de danger qui ont pu être déterminés précédemment. À la fin, justement, et l'objectif de cet atelier 3-4, j'ai envie de les lier, ça va être bien sûr de documenter un peu plus les objectifs visés qui auront été priorisés et sélectionnés dans le cadre de l'étude. Donc là, pour information, je vais rentrer sur volet des informations. Donc je pense que vous allez peut-être retrouver les données en fait qui sont dans le guide de l'ANSSI. Dans le cadre de la certification, c'était beaucoup plus facile justement de se rattacher aussi directement à ces données et je pense que c'est beaucoup plus parlant aussi pour vous, pour pouvoir vous positionner. Donc, les objectifs visés qui ont été justement sélectionnés dans le cadre de l'étude, l'objectif, ça va être de travailler un peu plus dessus et de déterminer des scénarios stratégiques avec, pour chaque passage, chemin d'attaque, donc déterminer justement ces chemins d'attaque, ces scénarios opérationnels pour comprendre un petit peu mieux si ces scénarios sont véritablement vraisemblables par rapport justement à des contraintes techniques et potentiellement pour recaractériser aussi la gravité. Donc, si je veux rentrer un petit peu plus dans le détail justement d'un scénario, donc je peux cliquer ici, où là, je vais vraiment me focaliser sur un scénario et ce qui va me permettre en fait d'avoir un support pour mes ateliers entre les métiers et les équipes techniques et documenter. Donc, ça peut très bien être une documentation métier, à savoir quel est le rappel de la partie prenante, est-ce qu'il y a un accès direct ou pas à la fin, est-ce qu'il y a une valeur métier partielle qui a été capturée. On peut aussi très bien forcer la gravité, parce que c'est une gravité normalement qui vient de l'événement redouté, mais on peut très bien, par rapport justement à notre travail, forcer et augmenter ou diminuer la gravité suite à cette analyse. Et ce qui va être intéressant surtout, ça va être d'identifier quelles sont les mesures de sécurité qui ont été identifiées. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Quelles ont été les dernières évaluations? Donc c'est là où on fait le lien aussi avec l'approche conformité qu'on pouvait avoir aussi dans l'atelier 1. Et si ce n'est pas suffisant, mettre en place des plans d'action. Donc par exemple, je peux rentrer sur cet exemple de mesures de sécurité. Donc c'est dans le cadre de cet atelier en fait qu'on va enrichir ces mesures de sécurité avec celles qui sont existantes ou celles qu'on va vouloir rajouter et améliorer dans le cadre justement de l'étude ou suite à l'étude. Donc, si je me retrouve justement dans cette mesure de sécurité, ce qui va être intéressant aussi de noter, donc bien sûr, j'ai des plans d'action que je peux lier pour pouvoir améliorer ces mesures de sécurité. Dans le cadre de l'approche, les plans d'action sont vraiment liés à des mesures de sécurité. Il peut très bien avoir aussi une approche de pouvoir lancer des plans d'action sur d'autres objets, mais c'est vrai que l'approche de l'ANSSI est plutôt liée sur on améliore les mesures de sécurité qui ont été identifiées dans le cadre des scénarios. Et dans ce cadre-là, donc dans le cadre de cette mesure de sécurité-là, on peut aussi fixer des objectifs. Si on se focalise sur une mesure de sécurité qui doit justement viser une cible particulière. Par exemple, ici, on a visé la partie prenante. Et donc, non seulement on a identifié la partie prenante, qu'elle allait devoir être suivie, mais on a aussi identifié une cible qu'on attend de cette partie prenante.
Et donc, on va avoir justement, lorsqu'on rentre dans cette partie prenante, le niveau de menace initiale, résiduelle, et le niveau cible qui sera attendu. Donc, si je reviens du coup dans mon scénario, tac et tac. Là, on est plutôt quand même sur une approche métier, même si on parle de certaines mesures de sécurité qui peuvent être techniques. Il n'y a pas que des mesures de sécurité techniques comme on peut le voir. Ce qui va être intéressant après, c'est la partie aussi technique de savoir comment évaluer véritablement la vraisemblance de ce scénario. Par rapport à ça, la méthode nous propose 3 approches, donc une approche express, standard et avancée. Express, c'est juste une cotation très rapide de cette vraisemblance. Si on va sur une approche standard et avancée, on doit se focaliser et on doit créer un graphe d'attaque, donc comme on le voit ici, avec des étapes. Donc on peut rentrer par exemple sur une étape, ce qui va permettre véritablement de caractériser, et c'est le passage d'une étape à l'autre qui va déterminer le niveau de probabilité et de difficulté. Et à la fin, on va avoir un calcul qui est documenté dans les annexes de l'ANSSI et qui permettent véritablement de savoir à quoi se raccrocher. Dernier élément aussi à prendre en considération ici, pour justement un peu plus faciliter la création de ces étapes, on a à disposition une bibliothèque qui nous permet justement aussi d'aider les personnes à créer ces chemins d'attaque. On pourrait imaginer, par rapport justement à ces actions élémentaires de la librairie, raccrocher aussi des mesures de sécurité directement, automatiquement, parce que c'est vrai que lorsqu'on détermine justement une action élémentaire, on a souvent des actions précises et on peut très bien imaginer mettre en place les mesures de sécurité directement liées à ces actions. Donc là, j'ai fait le tour par rapport justement aussi à cet atelier 4. Donc on est passé de l'approche, l'identification du scope métier, l'identification des sources possibles, travailler sur les événements redoutés les plus importants pour l'entreprise, les objectifs les plus importants, objectiviser les plus importants de l'entreprise et caractériser plus l'impact de ces scénarios. On est passé sur l'atelier 4 sur la caractérisation de la vraisemblance de l'approche. Et donc, à la fin, l'objectif, c'est pas d'arrêter là, c'est véritablement d'avoir une vision globale du scope avec une couverture du risque et du reste à faire par rapport justement au scope qui a été identifié. Donc, si je passe sur l'atelier numéro 5, excusez-moi, ça charge un petit peu. Donc, je vais avoir dans un premier temps, bien sûr, un résumé de l'ensemble de mes scénarios, et après, avec la gravité qui a pu justement être validée, la dernière gravité qui a pu être validée, si justement la caractérisation de la vraisemblance, mais aussi savoir si un risque a été créé. C'est-à-dire que si on décide de créer un risque à partir de ce scénario, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va vouloir suivre a posteriori d'une étude. Un autre point important, c'est de savoir si véritablement il y a des plans d'action qui sont en cours sur ce scénario, sur des mesures de sécurité liées à ce scénario. Donc, ça veut dire que non seulement on a identifié des risques, mais on a aussi identifié un plan d'action. Donc, à la fin, vous avez une représentation, bien sûr, des risques à travers une heatmap, que ce soit une représentation du risque inhérent ou résiduel. Et vous avez aussi l'ensemble des mesures de sécurité. Donc, globalement, c'est votre to-do à la fin d'une étude des BIOS, de savoir qu'est-ce que je dois améliorer et sur quoi je dois focaliser véritablement mes efforts pour améliorer la couverture de mon risque. Donc c'est là où je fais le lien du coup entre la notion de sécurité, les risques sécurité cyber et le risque global de l'entreprise, où je vais ventiler ces risques dans l'ensemble de l'entreprise et je vais pouvoir traiter ces risques en dehors d'une étude des BIOS et vérifier aussi l'impact métier de suivre l'impact métier de ces risques. Donc à partir de là, je vais laisser la main à Marius qui va vous expliquer un peu plus dans le détail la partie, les autres éléments qui peuvent être liés justement à une étude des BIOS dans Archer. Merci Sébastien. Bonjour tout le monde. Donc comme Sébastien l'a dit et comme Jean-Christophe l'a souligné en début de la présentation, RSA Archer, c'est un outil qui couvre plusieurs sujets.
Le but d'aujourd'hui, c'est de parler autour du risque cyber et plus spécifiquement de l'analyse EBIOS et de l'intégration d'EBIOS dans notre plateforme. Et nous sommes aujourd'hui très fiers d'être la première plateforme GRC labellisée sur EBIOS. Quand je dis plateforme GRC, je sous-entends le fait que sur cette plateforme, il y a plusieurs sujets qui sont couverts. Nous avons vu Sébastien, il a déroulé les fonctionnalités que nous avons mis en place pour couvrir de bout en bout la méthode EBIOS. Sachez en fait que les risques IT qui sont issus de ces analyses peuvent être intégrés dans le contexte métier, IT, conformité de votre entreprise. Nous nous efforçons chez RSA de vous mettre à disposition un outil qui permet de simplifier et de consolider les informations. Comme vous avez pu voir, l'outil est très graphique et permet via des tableaux de bord de consolider l'information. Nous sommes bien conscients de la complexité de vos tâches et le rôle de RSA Archer, c'est non pas de gérer et d'être maître de l'ensemble des informations que vous pouvez mettre dedans, vulnérabilité, incident de sécurité, gestion de tiers, réglementation, plan d'action. Ce sont des informations qui peuvent venir des sources diverses et variées, mais de les centraliser comme dans un hub et de pouvoir les exploiter via des tableaux de bord, de reporting, des alertes qui sont envoyées à des personnes clés de l'entreprise afin de mettre en place un dispositif de gouvernance flexible, réactif et qui vous permet de construire les indicateurs en temps réel avec une vraie prise de conscience des parties prenantes derrière. Plutôt qu'un long discours, je vais continuer en fait le parcours de Sébastien. Donc Sébastien, dans la phase d'un étude EBIOS, on finit par créer des risques. Donc je suis ici sur une vue d'ensemble des risques IT. Et un des risques que Sébastien a créé, c'était l'exfiltration de données de recherche et développement grâce à un canal d'exfiltration directe. Donc ce tableau de risque IT me permet en fait de faire le lien entre l'IT et le métier. Notamment, ce risque IT, il est connecté en dessous à un risque de fraude sur le virement émis, qui est un risque pur métier géré par d'autres équipes. Donc, on bascule tout de suite vers des zones d'analyse métier, comme les processus métiers ou de conformité. On peut relier ce risque à des réglementations ou des politiques internes. Donc, cela permet en fait d'avoir une approche mutuelle d'enrichissement de l'information. Le risque IT permet en fait de donner une prise de conscience sur les problématiques d'attaque cyber et de risques techniques. L'approche métier permet de prendre en considération ces éléments et de les intégrer dans l'analyse de risque métier. Le but ultime étant d'avoir un tableau de risque global avec l'ensemble des éléments pour que les décideurs puissent décider de la stratégie, de prendre le risque, de le mitiger, de l'accepter, de prendre des assurances. Le risque IT, je vais pas rentrer davantage dans l'analyse d'un risque cyber, on peut le documenter davantage avec des causes, des conséquences, voir quelles sont les entités impactées. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'outil RSA Archer permet de faire du monitoring et permet de rattacher au risque IT des éléments supplémentaires qui permettent en fait de l'évaluer correctement, comme par exemple les vulnérabilités qui sont la plupart du temps récupérées des scanners de vulnérabilité, les exfiltrations de données également, les fameuses data breach peuvent être documentées dans l'outil ou récupérées des outils externes pour savoir en fait sur un risque IT, quels sont les incidents qui ont donné suite à des exfiltrations de données, et également les incidents de sécurité. Nous avons des équipes SOC qui peuvent gérer les incidents de sécurité, qui peuvent les documenter et qui peuvent ultimement les connecter à des risques IT. Donc, on est parti d'un risque IT, on est passé par un risque métier, on retrouve les incidents de sécurité. Je vais cliquer sur cet incident qui s'appelle intrusion VPN. Donc,
ça, ici, on est sur une logique bien évidemment un peu circulaire dans laquelle on retrouve l'enchaînement des écrans. Mais il faut s'imaginer en fait que l'ensemble de ces écrans ne sont pas gérés par une seule personne. Ici, nous sommes sur la zone d'un responsable d'incident de sécurité, d'un responsable SOC, qui va gérer qui va déclarer et gérer les incidents de sécurité. Également, nous avons la possibilité de consolider automatiquement à partir des alertes émises par votre CIEM des incidents de sécurité. Nous avons des algorithmes qui permettent en fait de consolider ces incidents. Donc sur les incidents, on peut avoir une approche business tout de suite, au-delà de l'approche technique. On peut voir quels sont les processus métiers, quelles sont les entités qui sont impactées, quels sont les risques métiers qui peuvent avoir un impact et qui peuvent être impactés par les incidents techniques, pardon. Nous avons également la vue globale qui permet de définir l'incident sur quel type de serveur, sur quel type d'application, quel est le type de menace, comment l'attaquant en fait a réussi à créer cette brèche dans vos dispositifs de défense. Également, quels sont les contrôles qui ont été mis en place, qui ont été défaillants pour pouvoir les améliorer par la suite. Et nous avons, comme Sébastien l'a précisé, les tiers. Quels sont les tiers qui ont été impliqués dans cet incident? J'ai lu une étude récente qui dit que 59% des fuites de données, des data breach, sont générées ou sont dans ces fuites, les tiers ont eu un impact. Donc c'est important en fait de pouvoir analyser les tiers, de pouvoir savoir quel est leur impact, de les connaître, de lancer des campagnes de due diligence, de créer des indicateurs comme les indicateurs financiers, combien nous dépensons avec les tiers, quel est le risque résiduel stratégique, quel est le risque de conformité, quel est le risque financier, quelle est la résilience du tiers, qui sont les sous-traitants des tiers. Tous ces éléments, vous pouvez les mettre en place dans RS Archer et vous pouvez les monitorer via des tableaux de bord. Donc là, nous sommes partis du risque IT, on passe par les incidents, on voit que sur un incident, on a des tiers qui sont connectés et on peut par la suite, dans la gestion de tiers, ce sont des tableaux de bord qui nous permettent d'avoir une vue globale sur les tiers. Comment les tiers sont utilisés par les différentes entités de l'entreprise. Qui utilise le plus de tiers, quel est leur impact financier, combien d'incidents ont été gérés par chaque unité organisationnelle, quel est l'impact de tiers sur les processus métiers, quel est un tableau de bord également avec l'ensemble des tiers qui nous permet en fait de connaître leur risque financier, de connaître les dépenses annuelles et qui nous permet en fait d'ajuster le tir en cas de besoin. Ces éléments, on peut faire de l'analyse du tiers d'un point de vue métier, d'un point de vue financier, d'un point de vue conformité, mais également d'un point de vue technique. Nous avons également un portail intégré dans notre plateforme qui permet en fait de communiquer directement avec le tiers. Il s'agit d'un portail sécurisé via lequel on peut envoyer des questionnaires de due diligence, on peut récupérer les réponses et sur la base des réponses récupérées, nous pouvons les valider grâce à nos fonctionnalités de workflow. Et ces questionnaires, en fait, permettront de construire automatiquement des indicateurs. On peut imaginer les indicateurs de sécurité, l'indicateur de performance, le taux de réponse de leur helpdesk. Et tout ça, ça permet en fait d'avoir une analyse complète du fournisseur. Nous avons également un monitoring fournisseur d'un point de vue pure sécurité. Nous avons une intégration en fait avec des outils de screening. Notre partenaire c'est RS Recon qui nous permet en plus en fait des informations d'un fournisseur qui sont gérées en interne, d'avoir un regard externe sur les fournisseurs. Combien de tickets, quelle est leur politique de patch, quel est leur déploiement international, quel est leur taux de conformité par rapport à des bonnes pratiques et des réglementations. Et chaque tiers va recevoir un score global de sécurité. Si je prends par exemple l'exemple d'Amazon,
Donc Amazon, il a un score de 6,4 sur 10. Et si je vais en fait dans le portail de RiskRecon, on peut visualiser en fait les différents indicateurs. Sur RiskRecon, analyse les fournisseurs sur plus de 40 critères de sécurité, l'encryption web, la perte de données, la sécurité des emails, les filtres de réseau, et permet d'avoir en fait du scoring du fournisseur. Donc ça, on l'a vu d'ensemble. Cette vue d'ensemble est construite sur la base des indicateurs de sécurité, la base de sécurité des indicateurs IT, de conformité également. Donc vous avez des indicateurs qui permettent en fait de compléter votre analyse de sécurité sur le fournisseur et de l'intégrer dans vos tableaux de bord. Ultimement, dans Archer, donc le but final, c'est de donner de la visibilité et d'automatiser des actions. En ce qui concerne la visibilité, nous avons des tableaux de bord qui sont à la destination de vos exécutifs, des top managers, qui veulent voir une vue d'ensemble sur l'ensemble des éléments qu'on peut gérer dans une plateforme de type GRC, sur les analyses de risque, sur les incidents de sécurité, sur les aspects de conformité, sur quel est l'impact financier sur l'entreprise, quel est le contrat le plus grand qui a été signé avec un fournisseur, par exemple, combien de vulnérabilités critiques sont en train d'être gérées, quel est le heatmap de risque résiduel, où en sommes-nous au niveau des campagnes de conformité pour chaque entité organisationnelle. Donc tous ces éléments sont des tableaux de pilotage qui permettent à un décideur d'avoir les cartes en main pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ces tableaux de bord sont disponibles dans l'outil, mais également on peut les envoyer par email, ou on peut se connecter via un device mobile, un téléphone mobile, une tablette, pour pouvoir les visualiser correctement. Donc si je peux résumer l'ensemble en fait de ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, RSA Archer par rapport à notre sujet permet de couvrir les analyses EBIOS de bout en bout selon les exigences de l'ANSSI, mais on est le seul outil aujourd'hui labellisé qui permet d'aller au-delà, dans le sens où ces analyses de risque permettent d'être connecté avec des risques métiers, des incidents de sécurité, des éléments de conformité, des tiers. Et le but final, c'est de fédérer autour de la table plusieurs acteurs et de casser les silos et avoir une vue globale consolidée des risques, tout en laissant à chacun des parties prenantes sa spécialité, de pouvoir documenter, de pouvoir faire des analyses et constituer à la fin un tableau de bord global dans lequel on peut faire du drill down. Si je veux voir les 15 vulnérabilités, je clique sur le 15 et je vais dans le domaine des vulnérabilités. Je peux savoir qui les a analysées, quel scanner les a détectés et ainsi de suite. Je vais passer à la conclusion sur notre proposition de valeur avant d'ouvrir la discussion aux questions. Donc notre proposition de valeur, on l'a articulée sur 2 slides. D'abord, RSA Archer, c'est un outil adapté à une vision intégrée d'entreprise. C'est un outil en fait qui, notre devise, c'est inspirer chacun de porter de risque. On pense que le risque, c'est l'affaire de tout le monde. Nous orientons notre outil pour les 3 lignes de défense. Et pour appuyer en fait cette démarche, nous offrons une licence site qui est ouverte à tous les collaborateurs d'entreprise. Donc, RSA Archer permet de donner à la première ligne de défense la possibilité de répondre à un questionnaire, à la deuxième ligne d'orchestrer la démarche de sécurité, de conformité, et à la troisième ligne de bénéficier de tableaux de bord. C'est une plateforme GRC qui est évolutive et qui intègre les solutions de risque fournisseur, de risque opérationnel, de gestion d'incidents, de gestion d'audit, de plan de continuité d'activité. Et toute cette démarche peut être bien évidemment itérative.
vous pouvez commencer à utiliser Archer uniquement pour suivre les plans d'action, passer à l'analyse de risques et BIOS, gestion de fournisseurs, incidents de sécurité. Tout ça, en fait, on le définit ensemble dans le cadre des initiatives qu'on peut être amené à gérer. C'est une plateforme en fait qui permet de consolider et de calculer des indicateurs et de les fournir via des tableaux de bord. Comme vous avez pu voir dans quelques écrans qu'on vous a montré aujourd'hui, nous consolidons l'ensemble des éléments dans les tableaux de bord. Ces tableaux de bord, on peut les exporter sous format PowerPoint pour faciliter en fait le travail des ateliers ou de restitution des différents travaux que vous pouvez mener. Et également, on peut les communiquer par email ou par interface mobile à des utilisateurs. Et ultimement, c'est une plateforme qui est flexible. C'est une plateforme qui permet d'être adaptée à votre terminologie, à votre méthodologie, à votre organisation, à votre niveau de maturité via configuration sans développement. C'est un point important dans le déploiement des outils GRC. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dépendant de l'éditeur. Notre but, c'est pas d'être tout le temps chez vous. Le but, c'est que vous puissiez gérer par vous-même, de construire de centres d'expertise interne et d'être au service en fait de l'ensemble des fonctions qui vont utiliser la plateforme. Quand je dis l'ensemble de fonctions, vous avez bien compris que c'est une plateforme qui s'adresse non seulement à des fonctions de risque IT et cyber, mais également à des fonctions d'audit, de contrôle interne, de risque opérationnel, des gens de qualité, des gens qui gèrent des processus, des gens qui gèrent de la continuité et la reprise d'activité. Je laisse la main à Sébastien pour la conclusion finale et je vous attends les questions. Oui, du coup, juste en complément du coup et pour rebondir un peu sur la démonstration que j'ai pu faire précédemment, s'il y avait trois éléments à retenir qui correspondent à des souffrances qu'on a pu déjà identifier dans le cadre justement de différents échanges avec l'NCO, avec le client, avec des experts EBIOS. Dans un premier temps, c'est le fait de ne pas proposer seulement un outil qui répondre à la demande de faire une étude EBIOS, mais véritablement avoir un outil qui permette d'augmenter, de gérer, d'augmenter la gestion des risques et d'améliorer la gestion des risques avec une meilleure priorisation au niveau des métiers, mais aussi factoriser les efforts. Lorsqu'on a une solution qui est véritablement intégrée, ça permet de pouvoir faire des revues d'une étude EBIOS en repartant véritablement des données précédentes et potentiellement avoir un scope un petit peu différent, mais malgré tout repartir véritablement sur les mêmes outils. Ce qui est intéressant aussi dans une approche un peu plus globale, comme ce qu'on propose avec l'outil, c'est que les mesures de sécurité sont des mesures de sécurité qui peuvent être utilisées sur l'ensemble justement du périmètre. Et si on l'a identifié dans le cadre d'une étude, ça va automatiquement enrichir la bibliothèque des mesures de sécurité disponibles et qu'on va pouvoir réutiliser pour un autre cas. L'autre point aussi qu'on voit souvent et qui est une difficulté, c'est très peu d'entreprises vont véritablement suivre la méthode EBIOS ANSI à la lettre, soit par manque de maturité quelquefois, mais aussi lorsqu'il y a une maturité trop importante, ils ont déjà dépassé un petit peu, on va dire, les recommandations de l'ANSI, qui est aussi pour augmenter la maturité globale du tissu industriel et économique du pays. Donc dans ce cadre-là, il est très intéressant d'avoir une solution qui est paramétrable, très paramétrable, j'ai même envie de dire, pour s'adapter au contexte métier, à la maturité, l'organisation et le vécu de l'organisation. Au niveau du troisième point que je voulais relever, c'était un petit peu aussi pour appuyer et donner encore plus de caution à ce que disait Marius, c'est l'interaction avec l'ensemble des initiatives. J'ai pu le montrer à un moment donné justement avec les risques fournisseurs, mais on l'a à tous les niveaux, que ce soit sur la partie conformité, sur la partie gestion des incidents, patch management. Si on a ces informations-là lorsqu'on fait une étude EBIOS avec les derniers résultats justement des autres initiatives, l'étude EBIOS a une autre saveur et une autre pertinence. Dans la même approche, si lorsqu'on identifie et qu'on liste des due diligence par rapport à une partie prenante, si on a les résultats d'une étude EBIOS par rapport à la partie prenante et qu'on a identifié certains scénarios, on va pouvoir plus facilement aussi
contractualiser et demander des garanties à ce partenaire, et donc prendre facilement des décisions. Donc voilà ce que je voulais dire. Je pense que je laisse du coup Jean-Christophe piloter la session de questions-réponses. Tout à fait, merci, merci Sébastien. Donc, effectivement, on a eu deux questions que je vais relayer qui collent tout à fait à ce qui a été expliqué. Je pense que vous l'avez couvert un peu plus tard dans la présentation. Je vais quand même la reposer parce que je pense que c'est vraiment cœur de métier par rapport à la valeur ajoutée de cette solution. Première question, c'est la première question pour Sébastien, la deuxième pour Marius, je pense. Pour Sébastien, la question c'est comment ce qui est fait est-il remonté dans les parties prenantes des études IBIOS? Donc c'est de la question de l'alimentation de cet outil. Comment ça se passe? Alors, au niveau des parties prenantes, pour le moment, il n'y a pas forcément, dans le cadre du package certifié, de lien demandé avec la gestion des parties prenantes. Cependant, du coup, dans le cadre du standard de l'outil, les parties prenantes peuvent être, sont identifiées dans les BIOS, peuvent être liées à des parties prenantes qui sont dans le module TPRM. Et du coup, toutes les informations qui nous paraissent intéressantes peuvent remonter dans les tableaux de bord et dans la fiche de la partie prenante correspondante. Donc, on peut très bien imaginer, dans un premier temps, déjà au moins avoir les objectifs visés et certains scénarios qui sont identifiés, et les mesures de sécurité qui ont pu être mis en place et qu'il va falloir suivre. Si justement certaines mesures de sécurité ont été jugées non suffisantes et pas suffisamment efficaces avec les plans d'action qui sont liés. Donc, on remonte en fait toutes les informations pertinentes où cette partie prenante interagit dans un scénario qui nous paraît critique. Donc après, c'est des choix à faire, hein. Mais voilà l'approche. Alors la question, là j'en connais une troisième qui vient d'arriver sur pour Marius, et qui est vraiment cœur, je dirais, la problématique à la fois de IBIO dans sa version réactualisée, puisque aujourd'hui on a une version 2018 qui a acté, je dirais, l'évolution du métier, et c'est la question de qu'est-ce qui se passe pour ce qui relève pas de l'IT. Est-ce que c'est également traité dans l'outil? Et là, on touche à cette question du RSSI qui part d'une thématique extrêmement technique et analytique, et à qui on demande aujourd'hui d'avoir une approche beaucoup plus globale, donc de garder évidemment sa compétence cœur, hein, ça ne s'agit pas du tout de dire non, c'est au contraire, mais d'aller vers ce qui n'est pas l'IT et de savoir l'intégrer. Et là, on est sur des choses qui sont difficiles à quantifier. Solution Archer, justement, va au-delà de IBIOS. Donc, Marius, comment sur cette question clé de l'appréhension de ce qui n'est pas l'IT, voilà, comment on fait, quelle est la tendance et comment la solution aide? Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, ce que nous proposons en fait dans notre approche, c'est une plateforme unique dans laquelle, sur la page par exemple d'une étude EBIOS, on va pouvoir retrouver des informations qui ont été automatiquement consolidées par des règles fixées en avant, qui viennent de Risk Fournisseur, du risque opérationnel, de la conformité. Ces informations sont soit elles viennent des outils qui sont connectés directement à RS Archer, soit viennent directement de RS Archer des modules qui sont utilisés par d'autres départements. Nous avons aujourd'hui des clients qui ont déployé Archer pour des préoccupations de risque opérationnel, d'audit interne, de contrôle interne et permanent, de continuité d'activité, et chacun va retrouver dans l'outil son espace de travail avec ses formulaires, avec ses tables de bord, avec ses workflows. Et donc, dans son domaine de spécialité, il va aborder les sujets, il va rentrer beaucoup plus en détail. Et souvent, dans ces outils, il y a un comité projet, un comité de gouvernance qui décide quelles sont les informations qui sont partagées entre les différents modules. C'est quand je dis partager, c'est juste pour comprendre le sens du terme. C'est dans Archer, tout est partagé parce que nous sommes
dans une même plateforme. L'idée, c'est de ne pas tout partager non plus pour ne pas polluer les écrans et ne pas trop charger les écrans pour les utilisateurs et avoir uniquement les informations essentielles. Donc, dans une étude EBIOS, on peut par exemple retrouver les fournisseurs qui ont participé. Éventuellement, est-ce qu'il y a des incidents qui ont été attachés à ces fournisseurs? Est-ce qu'il y a des réglementations sur le terrain compliance qui peuvent s'y attacher? Est-ce qu'il y a des plans de continuité d'activité qui ont été générés récemment ou qui ont été testés récemment? Et toutes ces informations, en fait, permettent d'avoir plusieurs niveaux de détail. On peut avoir juste le titre, et si on veut s'y intéresser davantage, on peut cliquer et connaître aller plus en détail en fait sur chacun d'informations. Donc, une approche globale, une seule plateforme, plusieurs modules, qu'on appelle use case intégré, et une approche de gouvernance flexible qui, chaque entreprise, selon sa taille, selon son niveau de maturité, peut définir pour pouvoir analyser la situation en bonne connaissance de cause avec les bonnes données et surtout avec le niveau de simplicité nécessaire. Donc, on a deux excellentes questions de Véronique qui sont complémentaires. Donc, je vais les traiter en même temps et qui sont vraiment au cœur de l'enjeu de cette solution. Première question, c'est comment se fait la consolidation des risques, notamment quand on doit consolider à la fois des valeurs monétaires ou des nombres ordinaux. Et deuxième question, qui en est le corollaire, c'est on consolide les risques, donc on arrive à peut-être à les calculer, mais après, comment est-ce qu'on décide les actions de rémédiation et notamment celles qui vont avoir le meilleur retour sur investissement? Et je pense que là, la question, il y a une partie du travail qui est faite par la solution ou qui est facilitée par la solution et une autre qui doit relever de la décision du RSSI et du comité stratégique s'il existe. Donc, question peut-être pour Marius. Voilà, jusqu'où l'outil va permettre ce qui n'était pas possible avant et à partir de quand le RSSI doit de toute façon reprendre la main et être maître de sa politique. Oui, c'est pour répondre à la question de comment nous allons consolider les risques. Donc, Ouais. derrière un risque, on peut définir des échelles d'évaluation. Ces échelles peuvent être qualitatives, quantitatives, financières. Et derrière chaque échelle, l'outil permet d'y associer des valeurs discrètes. Donc, bien évidemment, pour pouvoir les consolider à la fin. Donc, on va pouvoir définir des valeurs discrètes, on va pouvoir définir des coefficients de pondération aussi pour à la fin sortir un indicateur qui est le plus souvent l'impact et la probabilité comme indicateur de consolidation. On va consolider l'ensemble des risques sur ces deux indicateurs. C'est juste un exemple. On peut après travailler ensemble et là c'est avec Agora ou avec nos consultants. Nous travaillons souvent ensemble avec nos clients pour définir déjà quels sont les indicateurs, comment il remonte, quel est le chemin par lequel l'indicateur va remonter. Est-ce qu'on part du risque, on va arriver sur une catégorie de risque, on va arriver sur le niveau de l'entité, on va arriver au niveau d'une application. Et quels sont les éléments qu'on prend en compte aussi, parce qu'on peut prendre en compte les vulnérabilités, les contrôles qui ont été mis en place, la réussite des plans d'action. Donc tous ces éléments en fait sont des algorithmes qui sont ouverts dans la plateforme et qui sont d'abord décidés en atelier et après implémentés dans la plateforme. Nous avons bien évidemment un standard. Souvent, ce standard en fait nécessite d'être ajusté par rapport à l'organisation de l'entreprise. La deuxième question, comment est-ce que l'outil propose de rémédiation? C'est une très bonne question. Ça relève en fait de la technique, mais aussi du métier. Dans Archer, aujourd'hui, nous intégrons de plus en plus d'approches d'intelligence artificielle pour pouvoir calculer aussi un niveau de risque. Calculer un niveau de risque par rapport à tous les éléments qu'on a mis autour d'un risque. Contrôle, vulnérabilité, incident, plan d'action, pour avoir un niveau de risque calculé, le comparer avec ce que l'humain a dit et définir un plan d'action. Le plan d'action pour ce domaine de risque, en fait, l'outil, la limite entre
l'outil et l'accompagnement, c'est que l'outil peut définir le plan d'action. Pour pouvoir le définir, il lui faut de l'intelligence humaine par rapport à un plan d'action sur un risque de conformité. Il est différent d'un plan d'action sur un risque IT, il est différent d'un plan d'action sur un risque opérationnel. Donc ces éléments, on peut les automatiser, on peut les mettre en place dans l'outil, et on peut surtout, en fait, le point fort de l'outil, c'est de pouvoir le suivre et de pouvoir remonter les retards en temps réel par rapport à leur mise en place. Est-ce que je comprends bien que ça veut dire que si la solution elle est déployée par un partenaire, par exemple je suis dans le secteur bancaire ou télécom, qui est la compétence d'Agora Partners, si mon partenaire il a une grosse expérience dans ce secteur-là, est-ce que ça veut dire que si je prends ce partenaire par rapport à un autre partenaire qui lui serait plus spécialisé dans d'autres domaines, pas le mien, ça veut dire que l'outil ne va pas être configuré de la même manière et que le rôle du partenaire est aussi très important pour conseiller le RSSI de l'entreprise en fonction de l'expérience collective. Donc, on a de la connaissance internationale accumulée par RSA qui est dans l'outil, là pour tous les clients. Et ensuite, le partenaire, il enrichit lui-même l'implémentation de l'outil en fonction de son expérience métier de ce secteur. Et ensuite, il y a évidemment le RSSI lui-même. In fine, il a aussi, en fonction de ses propres contraintes spécifiques à son entreprise, il va finaliser l'outil pour lui. Est-ce que c'est bien ça? Mais moi, je vais encore plus loin en fait, hein. L'outil va véritablement être paramétré et peut être paramétré par entreprise, rien que par rapport à des contraintes d'organisation. Le RSSI n'a pas forcément la même place dans chaque organisation, mais même globalement, on peut se retrouver deux organisations qui sont dans le même secteur d'activité, deux sociétés qui sont dans le même secteur d'activité, qui n'ont pas du tout la même organisation, et du coup, ils vont pas avoir la même manière aussi de consolider leurs risques, pas avoir les mêmes règles là-dessus par rapport aussi à leur implémentation. Donc, on a des règles de base de gestion de risque en règle générale, mais même ici, au niveau des BIOS, des invariants, on va dire. Et globalement, c'est ce qui est remonté quand même en grande partie avec quelques bonnes pratiques de la part de l'ANSSI. Mais on se retrouve très rapidement à devoir ajuster le paramétrage. Quelquefois, c'est des ajustements assez légers, mais qui sont quand même structurants pour véritablement se joindre au pilotage et à la manière de piloter l'entreprise. Le but, c'est pas de rajouter une couche, mais véritablement de s'intégrer à la réalité de l'entreprise. Et dernière question, et peut-être qu'on vous donnera le mot de la fin à chacun d'entre vous, un peu l'idée clé avec laquelle vous voulez finir. On dépassera peut-être de 2 minutes l'horaire. Question, Véronique qui est décidément très très active et aussi pose des bonnes questions sur la question alors une question assez riche sur la sécurisation des données, à la fois comment les données que je mets dans l'outil sont sécurisées et comment, lorsque je donne accès, est-ce que je peux segmenter le partage d'informations vis-à-vis des différentes parties prenantes ou cibles dans l'entreprise, de telle manière que, voilà, on ne va pas leur donner accès à l'ensemble des informations qui sont dans l'outil. Donc, comment ça s'est géré? C'est une plateforme qui aujourd'hui est déployée pour 1700 clients et nous avons des mécanismes internes en fait de sécurisation de données, comme par exemple l'encryptage des champs. Et après, on peut également s'appuyer sur l'infrastructure. Aujourd'hui, l'infrastructure des bases de données, c'est une infrastructure Microsoft et on peut s'appuyer sur on est compatible avec la sécurité qui est proposée au niveau de ces bases de données. En ce qui concerne les droits, il y a une politique d'accès gérée c'est par profil et par rôle, et on définit, on donne à chaque métier les droits et les fonctionnalités et le périmètre de visibilité qui leur est propre. Et du coup, dernière question avant les mots de conclusion pour chacun de vous sur alors c'est une question qui est difficile à répondre, j'imagine. Et ça dépend beaucoup de la taille de l'organisation en question. Quelle est la complexité du paramétrage de cette solution et l'importance des coûts de l'intégration par rapport au coût de la solution elle-même? Est-ce que là, on a des ordres de grandeur ou des idées peut-être de calendrier qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'était une question plutôt pour Sébastien.
Ça dépend un peu de l'ambition. Nous, on a travaillé sur un package pour faire en sorte que les clients aient le moins de choses à faire après derrière, et que ça soit directement utilisable. Et dans le sens utilisable, c'est pas forcément, on n'est pas forcé d'utiliser l'ensemble de la solution qui est quand même très complète. Mais on peut très bien, par exemple, il y a certains clients qui s'arrêtent à l'atelier 3 et qui ne vont pas à l'atelier 4 un peu plus technique, mais il est disponible et ils pourront l'activer un peu plus tard. Après, l'autre question, c'est est-ce que l'approche EBIOS correspond à votre approche véritablement, ou est-ce qu'il y a des modifications qui sont plus ou moins structurantes? On peut, on peut se retrouver du coup avec un coût d'implémentation qui est proche de quelques jours, moins de 5 jours, j'ai envie de dire, à des projets qui peuvent être très ambitieux, où on parle d'automatisation, de supplémentaires par rapport à des règles spécifiques que peuvent avoir les clients, d'interaction aussi avec d'autres métiers, parce que on peut avoir une approche différente au niveau du risque cyber dans EBIOS, mais on a les mêmes problématiques pour du TPRM, pour de la conformité. Donc automatiquement, voilà, ça dépend véritablement de l'ambition des clients, mais nous, on a fait en sorte en tout cas d'avoir un package qui permette d'être utilisable avec les bonnes pratiques et ce qui nous paraît la manière la plus intelligente d'utiliser le CRM et qui est déjà disponible et avec un coût limité pour le mettre en place chez les clients. Merci. On est au-delà du temps. On conclut très très rapidement. Marius et puis Sébastien pour le mot de la fin. Marius, quelle idée force à retenir? D'abord, je voulais remercier tout le monde d'avoir pu se libérer pour ce créneau et la seule idée, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on peut continuer à discuter sur ce sujet. L'équipe RSA, je laisserai alors après Sébastien dire, nous sommes basés à Paris et nous pouvons continuer la discussion autour des démonstrations plus approfondies par rapport à vos entreprises. Et encore une fois, merci de votre participation aujourd'hui. Sébastien? Moi, si j'avais juste à m'en rajouter, c'est vraiment pragmatisme par rapport à l'approche et de donner. Nous, on propose une approche qui est complètement packagée, mais qui permet de véritablement avoir beaucoup de liberté dans le cadre de son implémentation. Donc, s'il y a vraiment un point sur lequel que je mettrai en avant pour répondre à pas mal de souffrances, c'est celle-ci, c'est faire en sorte d'avoir un outil directement utilisable, mais qui puisse Et qui puisse. Alors là, évoluer Ouais. véritablement et être à la hauteur des ambitions que vous pourriez vous fixer. Très bien, je crois que la technologie est en train de montrer qu'elle c'est l'heure de fermer, de clore. Merci beaucoup à tous et à très bientôt donc sur ces questions qui rebondiront dans les différents cercles professionnels, Cézanne, IBIOS, etc. Donc je crois que on est sur un début et pas sur le début d'une nouvelle aventure. Merci à vous. Merci, très bonne journée.